Bonjour, les agents de l'État sont partout et nous accompagnent au jour le jour. Pour mieux les connaître chaque mois, sur Télé Grenoble, nous feuilletons ensemble Citoyen Mag, les acteurs de l'État à votre service. Au sommaire de ce numéro 81, la direction départementale des territoires. Elle s'occupe notamment d'agriculture, de développement et d'aménagement. Dans le journal, un chantier de déconstruction exemplaire à Saint-Quentin-Fallavier, mais aussi des conseils pratiques pour un été sans souci, lors des baignades, des séances de bronzette ou en balade. Urbanisme, environnement ou agriculture, les DDT, les directions départementales des territoires, sont au cœur des questions d'aménagement. En Isère, elles rassemblent 250 agents sous la responsabilité de Xavier Cereza. Bonjour. Bonjour. Vous êtes donc le directeur départemental des territoires, cette fameuse DDT que vous dirigez depuis quelques mois. Vous aviez auparavant les mêmes fonctions, mais dans la Loire, c'est ça ? Oui, dans la Loire pendant 5 ans et avant encore les mêmes fonctions dans le Bas-Rhin 5 autres années. Vous voilà en Isère maintenant. Alors, petit CV de présentation, vous êtes ingénieur en chef des ponts, des eaux et des forêts. Explication. Bien, le corps des ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts est issu de la fusion de 2 corps de l'État, les ingénieurs des ponts et les ingénieurs des eaux et forêts. Voilà, donc un corps équipement, un corps agriculture. Moi-même, je suis issu du ministère de l'Agriculture. Vous avez d'ailleurs longtemps servi dans les anciennes DDA, Direction départementale de l'agriculture. Tout à fait. Qui ont fusionné notamment avec les DDE, Direction départementale de l'équipement, pour donner ces fameuses directions départementales des territoires qui s'occupent généralement, j'ai envie de dire, d'aménagement et d'accompagnement. Oui, donc ce sont des directions sous l'autorité du préfet de département qui ont la particularité d'être interministérielles. Par exemple, la DDT porte les politiques de 4 ministères, le ministère de l'Intérieur, le ministère de l'Agriculture, le ministère de la Transition écologique et solidaire et le ministère de la Cohésion des territoires. Donc cette interministérialité, finalement, elle permet de gérer de façon transversale plusieurs politiques sur un même territoire, en coordination. Plusieurs ministères de tutelle. Je le disais, vous êtes en poste depuis quelques mois en Isère. Vous êtes un montagnard, vous connaissez bien la montagne. Des Pyrénées plutôt. Oui, une petite montagne d'ici, j'en conviens. Mais elle est belle aussi. On n'a rien dit. Moi, j'ai rien dit. Et effectivement, une carrière qui vous a, vous le disiez, conduit un peu partout sur le territoire, ce qui fait aussi la richesse d'un parcours pour un directeur départemental. La direction départementale des territoires en Isère, ses services et ses missions, je disais 250 agents. Quelles sont les missions ? Alors, 250 agents, une grosse partie des agents à Grenoble, boulevard Vallier, mais aussi des implantations territoriales à Vienne, Bourgoin-Jallieu, La Tronche et Visil. Donc, les grandes missions, l'agriculture. L'agriculture, on porte donc tout ce qui est politique européenne et nationale auprès des agriculteurs, dispositifs d'aide, dispositifs d'accompagnement. L'environnement, donc avec la politique de la nature, la politique de l'eau, la chasse et d'autres sujets environnementaux. Tout ce qui est urbanisme, planification, c'est-à-dire en fait l'accompagnement des collectivités sur leurs documents d'urbanisme, les plans locaux d'urbanisme, les plans locaux d'urbanisme intercommunaux, les SCOT sur de plus gros territoires. Schéma de cohérence territoriale. Voilà, et donc avec une posture de l'État qui est à la fois accompagnement, mais aussi dire de l'État et veiller que les politiques prioritaires soient respectées dans ces documents. Voilà, notamment en matière de risque, il faut évidemment que ces documents soient joints et pris en compte dans les documents d'urbanisme. On va développer un petit peu toutes ces missions en prenant quelques exemples concrets. D'abord, l'aménagement du territoire. On a beaucoup parlé de l'ANRU, la rénovation urbaine. Ça, c'est pour les gros centres urbains, mais cette politique se décline aussi dans tous les territoires. Oui, en fait, on pourrait plus parler d'un véritable enjeu pour la société française de protéger nos centralités. On parle souvent des grandes métropoles, des grandes villes, où effectivement l'ANRU est un outil pour fédérer les initiatives des collectivités, des partenaires autour d'un projet urbain. Requalifier totalement des quartiers, par exemple. Requalifier des quartiers, la mixité sociale, le commerce, les infrastructures publiques. Mais ça se décline aussi sur des territoires plus petits. On peut parler d'Action Cœur de Ville qui mobilise
les villes de Vienne, Bourgoin, Jallieu et Voiron sur l'Isère, où c'est exactement finalement le même esprit, mais à une échelle un peu légèrement inférieure. Et enfin, pour des centralités encore plus petites, ce qu'on appelle les programmes centre-bourg, centre-ville. On peut citer par exemple Saint-Marcellin, Pontcharrat, Lamure, où effectivement c'est le même objet, mais adapté à des territoires plus ruraux, mais avec la même ambition, une ambition sur le logement, une ambition sur le commerce, sur les services, sur la santé, de façon à ce que chaque territoire dans sa dimension ait les mêmes services. Voilà, c'est votre rôle d'animer et de coordonner sur le terrain ces dispositifs du gouvernement en matière de politique de l'habitat et d'activité. On évoquait les risques tout à l'heure quand on évoquait les documents d'urbanisme. On sait que l'Isère est un département plutôt assez riche en matière de risques. Quels sont les différents risques que vous suivez ? Alors, le plus connu, c'est certainement le risque inondation, qui mobilise beaucoup les équipes autour de grands plans de prévention, tels celui de l'Isère Amont ou du DRAC. Mais il y a aussi les plans de prévention du risque technologique pour protéger des accidents industriels, les plans de prévention du risque minier, d'autres plans de prévention vis-à-vis du ruissellement, ça peut... En fait, c'est adapté aux contraintes et aux enjeux de territoire. Donc voilà, vous suivez effectivement toutes ces questions-là et vous veillez à ce que tous les documents d'urbanisme prennent en compte ces risques-là dans ces attendus. Effectivement, donc la prévention contre les crues passe par les documents d'urbanisme, mais ce n'est pas la seule action de l'État, parce que la prévention porte sur les constructions de demain, mais on doit aussi protéger les habitants déjà installés. Donc il y a la protection, où on intervient auprès des collectivités avec des dispositifs financiers, tels que par exemple le fonds Barnier qui permet de financer des travaux de protection. Il y a aussi malheureusement la gestion, puisqu'on ne peut pas tout prévoir. Il y a toujours à faire face à des épisodes où on est en gestion de crise, et la DDT, le référent départemental inondation, pour assister le préfet dans la gestion de ces épisodes. Donc prévention, protection et gestion des éventuelles crises, voilà les trois pans de votre mission en ce qui concerne les risques naturels et technologiques, j'ai bien compris. L'environnement, on sait que c'est une grande préoccupation du moment. Quels sont les comment ça se décline dans une direction départementale des territoires ? Alors ça se décline donc en deux grandes parties. La police de l'eau, on va dire la police administrative de l'eau, c'est-à-dire c'est toutes les autorisations impactant le milieu naturel et le milieu superficiel ou profond. Mais c'est également la police de la nature, l'intervention donc, au titre par exemple de Natura 2000, des protections de biotopes, donc de différents outils de protection des espaces fragiles. C'est bien sûr aussi la gestion locale du loup. Bien sûr. Alors vous êtes effectivement autour de la table pour ce qui concerne le comité loup. C'est un sujet dont on parle régulièrement sur cette antenne. Alors là, il y a plusieurs niveaux d'intervention aussi. Le premier, il est là aussi en prévention pour aider les bergers à s'équiper. Oui, il faut garder en tête que le loup, l'action sur le loup se fait au regard d'une espèce protégée. C'est-à-dire que c'est une espèce dont on n'a pas les mêmes outils que pour d'autres espèces. Donc en premier lieu, la prévention. Et donc les services de la DDT assurent donc le financement de mesures de protection, par exemple les clôtures, les chiens de berger, ce type de protection, mais également quand il y a de la prédation, instruisent les dossiers d'indemnisation pour les pertes subies par les éleveurs. Donc recensement et instruction des dossiers pour les indemnisations. On peut dire que depuis le début de cette année 2019, on a eu une soixantaine d'attaques de troupeaux à peu près dans le département. Donc voilà, d'ailleurs ça nous amène à évoquer plus généralement le suivi du monde agricole et de l'agriculture en général, qui est aussi une de vos missions. Oui, alors on entend souvent parler des aides agricoles, mais ce n'est pas que cela. Il y a aussi des dispositifs de protection du foncier, de protection aussi contre l'artificialisation des terres. C'est un peu compliqué, effectivement. Et la sanctuarisation des terres agricoles. Voilà, exactement. Et puis aussi faire face quand des événements climatiques viennent frapper une région agricole, donc aider les exploitants par le biais des dispositifs
dispositifs nationaux du régime des calamités agricoles. C'est ce qui s'est passé notamment ces derniers jours. Le 15 juin dernier, c'est ça? Voilà, sur l'épisode de grêle et de vent qui a affecté le bas Grésivaudan. Alors concrètement, comment s'articule votre action alors après un épisode pareil? Notre action, c'est la DDT qui constitue, pour le compte du préfet, ce qu'on appelle le dossier calamité agricole. Donc ça se traite bien sûr en partenariat avec les collectivités, en partenariat avec les organisations professionnelles agricoles, dont bien sûr la Chambre d'agriculture. Et donc il s'agit dans des délais assez brefs d'arriver à qualifier l'événement de façon sur un périmètre, mais également n'oublier aucune production. On a beaucoup parlé des noyers, mais il y a aussi d'autres productions, le maraîchage, voilà. Et après de remonter au ministère de l'Agriculture un dossier permettant la meilleure indemnisation des exploitants concernés. Alors, parmi les suivis des questions climatiques, il y a aussi le suivi de la sécheresse. On sait que l'Isère a été placé il y a déjà plusieurs mois en vigilance sécheresse. Il n'est pas impossible que durant le cours de l'été, on passe en alerte sécheresse sur certains bassins. Il y a un suivi très précis des nappes. Alors, il y a un suivi des rivières, du milieu superficiel, mais également du milieu souterrain. Et les deux suivis sont finalement assez disjoints. On a toujours l'impression, quand il pleut, que tout va bien. Alors la pluie, effectivement, améliore le milieu superficiel, mais les nappes, où on est sur plusieurs années de déficit, la reconstitution est beaucoup plus lente. Donc, effectivement, il y a un suivi qui est mené à l'échelle départementale, mais aussi avec une coordination régionale, de façon qu'il y ait cohérence. On partage des bassins avec les départements voisins, que ce soit le Rhône, l'Isère, la Drôme. Et donc, il est nécessaire que les mesures soient prises en coordination, et elles sont prises également en fonction d'un équilibre à trouver entre la protection des milieux et également les activités économiques ou de la vie quotidienne. Il faut préserver les équilibres. Voilà. Et ces questions, quand on parle de préservation, ça nous amène à rappeler que l'eau est un bien commun et que c'est dans les attentions de tous les jours qu'on doit être vigilant. On est d'ailleurs en vigilance actuellement et il faut être attentif en tant que citoyen aux gestes quotidiens. L'eau, toujours avoir en tête que c'est un bien précieux et qu'on en aura besoin encore pour plusieurs générations. Voilà donc pour quelques-uns des sujets qui sont suivis par cette direction départementale des territoires. Xavier Cereza, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Vous restez pour le journal. Un chantier de déconstruction exemplaire en Isère à Saint-Quentin-Fallavier. L'ancienne base logistique de Socara-Leclerc est actuellement rasée. Elle fera place à une nouvelle plateforme logistique de classe A, garantissant un impact réduit sur l'environnement. Un chantier qui est venu saluer la secrétaire d'État Brune Poirson. L'entreprise de déconstruction trie les déchets directement sur le site et plus de 95% des matériaux démolis seront réutilisés. C'est le cas du béton et de l'acier. Ce projet illustre le futur projet de loi anti-gaspillage pour une économie circulaire. Une convention signée pour l'accueil des réfugiés dans notre métropole. Le préfet Lionel Beffre et le président Christophe Ferrari ont ainsi voulu améliorer leur intégration. En 2018, on précise qu'en Isère, 400 personnes ont bénéficié de ce statut de réfugié. Le secrétaire général de la préfecture dans l'Oisans, Philippe Portal, a inauguré les voies vertes, une piste cyclable sécurisée sur 23 km entre Almont et Venosque, en passant par Bourdoisan. Un itinéraire qui a d'ailleurs reçu le label Tour de France. La Casamor, sélectionnée pour le loto du patrimoine. Après le château de Bonrepos et le châtel de Tess en 2018, c'est la villa mauresque de Saint-Martin-le-Vinoux qui recevra cette année un précieux soutien financier. Reportage. Elle a été choisie pour représenter l'Isère au loto du patrimoine. La villa de la Casamor est l'une des dernières constructions de style orientaliste en moulage. C'est ce cas si particulier, si rare en Europe, qui a intéressé Stéphane Bern et la Fondation du patrimoine. En 1986, ça a été classé monument historique pour les deux intérêts, c'est-à-dire leur grille, le ciment, ces prototypes de maisons bâties que sur des moulages, et puis ce style orientaliste si étonnant dans les Alpes, mais si étonnant en Europe, parce que le mouvement orientaliste, il y a eu beaucoup de maisons, elles ont toutes été détruites, abandonnées. Sélectionnée parmi près de 1000 sites candidats, dont une quinzaine en Isère, la Casamor héritera d'importants financements après le loto prévu le 14 juillet. Cette loterie est un moyen d'aider à la préservation du patrimoine, surtout en milieu rural, et elle permettra à Christiane Guichard d'entreprendre ses travaux. Cet argent va être réparti
en fonction des travaux. Donc la Casamor est assurée d'avoir une somme, laquelle je ne peux pas vous le dire. Parce que j'en sais rien. Ça va dépendre du loto, bien sûr. En 2018, la cagnotte s'élevait à 22 millions d'euros, ce qui laisse présager des financements importants pour reconstruire la villa en péril. 3 chantiers sont prévus. La restauration des plafonds, la mise en place de 9 baies vitrées pour réhabiliter la façade en bois du jardin d'hiver et la reconstruction des 2 promenoirs le long de la terrasse. Les 2 avancées qui sont programmées, qu'on appelle des promenoirs, en fait ce sont des prolongations de cette terrasse qui est au-dessus, sur laquelle nous étions tout à l'heure. La première ici est en alignement du mur et jusque là. Et donc c'était un promenoir, une avancée qui prolongeait la terrasse jusqu'au bout là, jusqu'au bout de la parcelle. Le loto du patrimoine devrait financer en partie ces travaux qui s'élèvent à 277 000 euros. La Casamor à Saint-Martin-le-Vinou à visiter. Allez, on passe à présent à une série de conseils très pratiques pour l'été. Et d'abord, cette campagne de sensibilisation au risque de noyade. Leur chiffre bondit de 30% entre l'été 2015 et l'été 2018. L'an dernier, 1649 décès par noyade ont été enregistrés en France entre juin et septembre. Une campagne baptisée Vigilance Noyade met en scène plusieurs sportifs de haut niveau, dont Alain Bernard. Fascinante, captivante, mais aussi dangereuse, voire fatale. L'eau est l'élément que je respecte autant que je crains. Elle offre des sensations uniques et peut nous porter vers le meilleur comme vers le pire. Je m'appelle Alain Bernard. 47 secondes n'ont à jamais changé ma vie, mais il suffit de quelques secondes pour qu'une vie bascule. Vigilance noyade. Des vies dépendent de votre regard. Et on précise que les noyades accidentelles sont la première cause de mortalité par accident de la vie courante chez les moins de 25 ans. Durant l'été, le soleil peut aussi devenir votre pire ennemi. Pour en profiter sans danger, il est conseillé de ne pas s'exposer de façon trop prolongée et de se protéger des rayons UV. Restez à l'ombre entre 12h et 16h et utilisez des crèmes solaires à fort indice. Une protection 15 stoppe par exemple plus de 90% des UV. Autre petit écueil qui peut gâcher les journées estivales, les piqûres d'insectes. Moustiques, tigres et tiques peuvent transmettre des maladies infectieuses. Abeilles, guêpes et frelons peuvent provoquer de graves allergies. En promenade, restez sur les sentiers, évitez les broussailles ou les herbes hautes et portez des vêtements couvrants. En retour de balade, lancez-vous dans une inspection méticuleuse pour retirer au plus vite d'éventuels parasites. Enfin, en cas de piqûre dans la bouche, sucez un glaçon et consultez immédiatement un médecin. Et en cas de réaction allergique, n'hésitez pas à appeler un service d'urgence. À la rubrique consommation, une question qui revient très souvent. Un cafetier peut-il vous faire payer un verre d'eau ou une carafe d'eau? Alors, 2 cas. En restaurant, l'eau ordinaire, l'eau du robinet, accompagne le repas et est donc inclus dans le prix. En revanche, dans un café, le verre d'eau gratuit n'est absolument pas obligatoire. Mais le cas échéant, le cafetier doit absolument informer le client du prix. Tous ces conseils, vous les retrouvez dans le guide 2019 des vacances d'été, édité par la DGCCRF, concernant les loisirs, les hébergements, les transports ou encore la restauration. Un guide que vous trouvez facilement aussi sur Internet. Allez, on termine par un classique, l'opération Tranquillité Vacances. On l'évoque souvent ici dans Citoyen Mag. Pensez-y pour limiter les risques de cambriolage durant vos absences. Il suffit de signaler vos dates de départ et de retour aux policiers ou aux gendarmes. Ainsi, sur ces périodes d'absence, les forces de l'ordre multiplieront les rondes, les patrouilles dans votre secteur. Enfin, pour ne donner aucune indication aux malfaiteurs, n'hésitez pas. Surtout, faites très attention, n'indiquez jamais vos dates de congé sur les réseaux sociaux ou sur votre messagerie téléphonique. C'est un conseil simple qu'il convient quand même de rappeler. Demandez aussi à un voisin de relever votre courrier et d'être vigilant en votre absence. Voilà, passez un très bel été avec tous ces conseils. Xavier Cereza, merci d'avoir été avec nous. Merci. Merci à tous de votre fidélité. Rendez-vous très vite sur Télé Grenoble. Ce sera le numéro 82 de Citoyen Mag, les acteurs de l'État à votre service.